On va parler d'un autre dossier, Président Baonda. Il y a que depuis quelque temps, au niveau international et surtout en rapport avec l'Afrique, un certain Vincent Bolloré a des problèmes. Ah, vous n'avez pas été chiche, égoïste. Ouais. Je veux sortir un petit dossier. Je ne suis pas venu avec beaucoup de dossiers. Oui, mais sortez-en quand même. Je sais, quand je vous vois avec ce sac, je sais qu'il y a toujours des dossiers. Un petit truc quand même. Hein. Ouais. On vient quand même, ça, on appelle ça le début de commencement. Voilà un document. Ce document parle de la Camer. Oui. Voilà comment ils ont tué l'économie du transport. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, lui, Bolloré, le ministre du Commerce. Tous les ministres du Commerce qui sont passés aux affaires sont en complicité. Ceux du transport et certains secrétaires généraux. Je ne dis pas tout. Peut-être je suis la présidente, peut-être si le connaît dedans, je ne sais pas. Vous savez, comment on tue l'économie sur le transport? La Camer est une zone fertile. On s'en rend compte que le fret aérien fait 3 fois le prix. 3 fois. Ça veut dire que la production financière. Il faut tuer la Camer. Le ministre des Finances, un des ministres des Finances s'assoit. Il dit, bon, ok, nous allons nous arrimer à prendre chacun un billet et dire qu'on va payer après. Et on homologue cette fratricide financière dans toutes les institutions d'État. Chaque personne qui va en mission, il prélève un billet. On payera, on n'a jamais payé. On dit non, on va payer dans 26 jours ouvrables, on ne paye jamais. Les Bolloré est le sucre de Chirac. Les gens ont dit des choses, j'ai suivi des gens qui disent oui, vous voyez, c'est Sarkozy. Sarkozy est fabriqué par Chirac. Beaucoup de gens croyaient que ce n'est pas des gens opposés. C'est la politique à ce qu'on appelle ses aiguillons et ses dessous. Vous comprenez? Et ces gens ne sont pas bêtes. Ils sont des gens qui mettent en compromission l'Afrique, particulièrement à travers des entités paroisées. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont créer Sukuma, ils vont créer Maex, qui sont des entités de transport, d'emballage, ce qu'on appelle, je voulais dire, du patrimoine, des biens et du matériel. Il faut que l'appareil maritime gagne beaucoup plus, parce que les bateaux sont des gros porteurs. Mais au niveau du challenge et du timing, le bateau va faire 2 mois pour que votre voiture arrive. Le bateau va faire 1 mois pour que vos vêtements arrivent. Le bateau va faire 2 mois pour que, par exemple, vos marchandises arrivent. Et quelle est la politique qu'on va faire? Pendant que le chef de l'État est en train de penser à commercialiser ce qu'il a trouvé par son successeur, en créant ce qu'on appelle la grande flotte aéroportuaire commerciale. Ça veut dire qu'il devait avoir les avions entre Malabo, toute la zone. La sous-région Afrique centrale. Oui. Les gens ont tué le projet. Non, monsieur le président de la République, il ne faut pas venir, il ne faut pas créer la flotte commerciale parce que vous savez, ça va coûter cher en termes d'entretien. Que non. Qui a tué ce projet? Mais ses collaborateurs, ils sont nombreux. Vous comprenez? Et ceux qui ont tué ce projet, croient qu'ils sont cachés, comme le secrétaire général Nkwete, qui était aux affaires à l'époque. Vous savez, je parle des choses, parfois les gens pensent qu'ils sont oubliés. Vous allez dire c'est le secrétaire général du parti, on sait pourquoi il est là. Chaque personne qui a posé un acte va subir l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Combien de Camerounais savent que M. Biya voulait créer le réseau commercial en ce qui concerne la flotte, disons la flotte aérienne? Personne. On cache les projets. Les projets arrivent, au lieu de les mettre sur la table, les gens vous disent non, c'est pas important, c'est pas opportun. Je vous donne un exemple. BGFT est une entité syndicale qui fait 160 milliards de spoliation en matière de transport. Il syndique. On vous impose et ça rentre dans les poches des Camerounais. C'est le maire de Konsamba. C'est le maire de Konsamba. 160 milliards par an. Et le Premier ministre, malgré les instructions du chef de l'État, je vous prends le cas patent de ce projet, qui concerne les projets qui peuvent produire de l'argent. Pendant que le chef de l'État s'arrime avec le président tchadien et ses autres voisins, qu'on puisse booster le transport, qui est une
qui fait une production réelle et qui est importante dans toutes les économies, comme au Cameroun, comme ailleurs. Mais les gens s'asseyent, se servent. Un maire de second degré, il est en constant, moi je parle, il me regarde maintenant là. Depuis 20 ans, 21 années, j'ai les documents. Je peux les ramener ici. D'accord? Ce maire s'est permis à ardoiser tout le monde, et je prends à témoin toutes les compagnies qui sont sous le syndicat de transport. Il n'a jamais rendu compte à qui que ce soit. Je prends en otage le premier ministre camerounais qui a fait une commission. Il y avait la CONAC, il y avait les représentants du ministère de la présidence, il y avait les finances, il y avait le représentant du ministère des Transports, j'en passe. Allez poser la question à l'actuel secrétaire général, Fouda, est-ce que ce que M. Mahon l'a dit est vrai? On ne peut plus continuer comme ça. Et ces gens sont connus. Pendant ce temps-là, le ministre, le premier ministre, je vous l'ai dit, monte le document. On renvoie le document pour signature. On le bloque. On dit non. Parce que ça profite à certains. Le projet là ne peut pas entrer en cours maintenant. Vous comprenez? Je parle sous l'organisation du Premier ministre. Allez au Premier ministère, BGFT, 160 milliards chaque année. On va où? C'est un maire qui chef ça et qui spolie toute la chaîne. Vous imaginez? Et ça n'a pas empêché que le tout jeune secrétaire général fasse une lettre d'amitié et des amours. Monsieur le Premier ministre, il écrit une lettre. Il dit d'abord, il est d'accord avec officiellement tout ce qu'on propose. Après, il dit, l'opportunité n'y s'y trouve pas. Je peux venir lire les documents la prochaine fois ici. Vous comprenez? On ne peut plus continuer comme ça. Hein? Et les gens font comme si il y a un problème. C'est comme si c'était de la dynamite pour que et qu'il fallait que, pour que notre pays prospère. Et c'est pas normal. Je peux vous en citer comme ça. Monsieur Biya a lancé la société Sotuc pour les zones... La société des transports urbains. A lancé. Et je vous parle, c'est les plans qui ont été sur le quinquennal, au strict respect de son prédécesseur. Il a continué. Que ce soit sur le plan infrastructurel que routier. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Nakolais se sont assis dessus, se sont servis. Et les sénateurs. Personne n'en parle. Parce que c'est pour les beaux yeux des gens. Vous comprenez? On ne peut pas continuer comme ça. Il a fait l'homologation universitaire. Où le seul courageux encore qui a essayé un peu ces fameux noms, il a fait des projets universitaires montés de sa propre main. J'ai des documents. Moi, je parle avec les documents. D'accord. Il a monté ces projets. Aucun de ces gars n'a accepté, pardon, de ces messieurs, n'a accepté, homologuer, c'est-à-dire ces projets. L'histoire de Kribi dont on parle, c'est Moutazé qui a fait échouer ça. Vous allez investir, nous sommes à moins 9 rames. 9 rames, ça veut dire quoi? Le bateau porteur ne peut pas accoster. Nous avons un port fluvial qui est important. Le port du chantier naval à Limbe, qui est à 14 rames. C'est le plus grand port maritime africain en termes d'accostage, en termes de rendu. D'accord? Personne ne veut en parler. On dit maintenant plutôt que non. Ça appartient à certaines personnes, c'est la zone anglophone, c'est ceci. Parce que les gens font ça sciemment. Ils ont tué ça. Le seul gars qui pouvait intervenir là-dessus, qui a bâti les flottes, qu'on appelle les flottes paramaritimes, il est en prison à New-Bel, il est en train de pourrir. Formidable. Il est en train de pourrir là-bas, il est là-bas pourquoi? Parce qu'ils ont décidé. Amadou Ali a décidé, Tifenoni a décidé, parce que c'est comme ça que ce pays se porte. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du port de Kribi, président Baola. Dans ce port de Kribi, par quelle alchimie est-ce que M. Bolloré a eu la constitution? M. Bolloré a deux quais là-bas. Je parle sous le contrôle du ministre du Transport, Bibé, qui a trouvé ce dossier là-bas. Vous comprenez? Est-ce qu'il les exploite? Non. Est-ce qu'il les exploite? Quand il y a appel d'offres, il court, il occupe l'espace. Il est venu en pleine télévision, je vous prends tous à témoin. Il y a 50 milliards que je vais investir au port, dans les ports. Je continue à attendre jusqu'à maintenant. Je sais pas si les 50 milliards se baladent entre la France, sa chambre et le Cameroun. J'étais le premier à dire qu'il serait interpellé. Parce que ce monsieur, il est en prison. Parce que même en France, il n'aide pas les gens. C'est ce qu'il fait dans la défiscalisation. Vous savez comment ça fonctionne? Bolloré achète les bateaux aujourd'hui. Dans 30 mois, il les revend. Vous comprenez? Et quand il les revend au plus offrant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
il tient en otage 3 ports. Le Cameroun, Pointe-Noire et la Côte d'Ivoire. Où il a impliqué le sommet de l'État à travers des paradis fiscaux. Comme en Côte d'Ivoire. Vous pensez que le président Ouattara va faire quoi? Il a les mains liées. C'est son épouse qui gère la logistique paramaritime, qui gère la logistique infrastructurelle. On va aller où avec ça? Quand vous regardez du côté de notre ami du Congo, sans vexer n'importe qui, on sait ce qui se passe. Je l'affirme. Quand on regarde au Cameroun, il y a quelques complicités qui se trouvent avec notre ami Marafa, qui a bien discuté avec lui et qui continue à gagner dans les paradis fiscaux. Vous savez, ces gens, c'est des grands. Vous savez, c'est très compliqué en ce qui concerne le Cameroun. Donc, nous sommes dans une situation quand même... Donc, en réalité, je ne voulais pas vous arrêter pour vous dire l'histoire. Bolloré ira en prison, comme je l'avais dit. Je l'avais dit il y a longtemps. Que vous vouliez ou pas, Bolloré ira en prison parce qu'il est temps qu'il aille en prison. Il a servi à quelque chose politiquement et il est la mauvaise pilule dans la chaîne aujourd'hui. Et en politique, quand vous ne servez plus à rien, on vous oublie au carrefour. Oui. On vous dit, bon, monsieur, là où vous êtes là, vous avez omis, on n'est plus avec vous. C'est bon. C'est comme ça que les auditions ont commencé. Parce que le prochain président français a pour mission, après Macron, de le faire disparaître des affaires. C'est ça qu'il s'agit. L'histoire du port ici, dont j'ai regardé comment ça se passe, la terminale. Douala International Terminal. C'est Bolloré qui est patron. Mais oui. Bolloré a voulu même s'impliquer dans l'histoire de la SGS. Si le chef d'État ne frappait pas la main sur la table, on n'en serait pas là. Vous comprenez? Donc, que vous voulez... Mais comment vous expliquez quand même, Président Baola, qu'à chaque fois qu'il y a l'occasion, le chef de l'État le reçoit quand même en grande pompe? Non, je suis désolé, je vais vous dire comment ça a été organisé. Il y a une société qu'on appelle Nécotrans. Oui. Je vais vous dire, il y a un jeune qui pavoise les chemins, les rues de Douala, qui vend les armes du côté de Berthois, illégalement, parce que j'y suis dans le main, je connais de quoi je parle, les armes de chasse, les quelques cartouches. J'espère que le ministre Atanganji va lui mettre le poignet au collet. Après cette édition, bien sûr, comme je parle là, il a été PCA. Vous comprenez? Et ils sont dans une maison de l'État. Ça veut dire que c'est du côté de Bonadio. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça a été racheté 3 fois par le même propriétaire. Ça veut dire qu'ils changent juste de nom. Ils disent, nous revendons à tel. Et c'est la même personne qui est acquéreur. Vous comprenez? Là, on parle toujours de Nécotrans. Donc, voilà, non, je suis dans Nécotrans. D'accord. Nécotrans, qui est une firme qui avait fait beaucoup de bonnes choses. Il y a quelqu'un qui s'est suicidé à travers un comprimé. Je ne sais pas pourquoi il était mort et il faisait beaucoup de bruit. À l'époque, c'était avec le DG Emmanuel Etoundi. Il disait qu'il était le plus fort parent maritime, il faisait quelques voyages du côté du sud. Mais il n'arrivait pas au village parce que quand le président le regardait, il lui dit, monsieur, vous remontez la colline parce que je ne veux pas vous recevoir ici. Bon, ça a paru quand même que, en fait, c'est une société qui fait dans beaucoup de choses. Toujours dans Afrique Média. J'avais dit que le premier terrain fossile, ça serait l'Est. Oui. Et les premières armes sont entrées par l'Est. D'accord? Je vais remercier le fait que c'était la police qui avait fait la première trappe. Hein? Nous ne pouvons pas nier cela. Mais maintenant, après ça, les gens se sont fendus en copains. Bolloré a des amis dans l'administration. Vous comprenez? Le dernier ami qu'il avait très proche, c'est Mebengo. Vous comprenez? Tous les ministres des Transports, d'ailleurs j'ai interpellé Bibé là-dessus, que comme Bolloré a assis son lit et il fait des magouilles, comment un fonctionnaire qui va donner une autorisation à Bolloré pour une prestation se retrouve en France dans les armoiries de Bolloré, il mange de la salade, il revient, il a en mission officielle, l'État paye et on le voit tranquillement, on lui offre quelques cravates et officiellement. Faites un tour à la direction de l'appareil maritime du côté du ministère du Transport. Il y a les petits-enfants, ils mangent hein, bien. Vous les voyez tranquilles. Quel est l'état des relations entre M. Bolloré et le président de la République du Cameroun? Je crois que c'est une promesse non tenue. Et M. Bien n'aime pas quand on invente des choses qui n'ont rien à voir soit à lui. Je le mets en défi qu'il passe encore par là. Et c'est M.
c'est ce monsieur, dont le président du conseil d'administration, et un certain nombre de personnes qui ont négocié pour qu'on reçoive Bolloré, parce qu'il a tiré ses chaussures fatiguées et ses talons à l'époque. Mais maintenant, cette relation est hostile. C'est plus une relation importante. Alors, je prends ce dernier pan. Quand vous dites cette relation est hostile, c'est plus important. On se souvient quand même, vous et moi en tant que Camerounais, qu'il y a eu quelque chose à travers Camraï, le fameux accident d'octobre, cet octobre noir de 2016. On sait que beaucoup de familles ont été endeuillées. Vous savez pourquoi je souris? Non, parce que vous avez déjà, vous voyez où je vais en venir. Bolloré n'est pas propriétaire de Camraï. Et il est actionnaire majoritaire. Il n'est pas actionnaire majoritaire. Comment vous l'expliquez? C'est un Camerounais qui est actionnaire majoritaire. Qui est ce Camerounais? Il est en prison. De qui parle-t-on? Je sais de quoi je parle. De qui parle-t-on? Celui qui est son meilleur ami qui lui a dit créons Camraï. Entre vous et moi, on comprend de quoi il s'agit. Mais il y a aussi les téléspectateurs qui veulent nous comprendre. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Celui-là, actionnaire majoritaire. Ouais. Et je voulais dire un bonjour particulier à M. Bouka. Je ne sais pas s'il est encore à la douane. Et son mentor, c'est lui qui était l'actionnaire majoritaire. Pour ne pas cacher, c'est Marafa. Comment on a organisé? C'est Marafa qui a signé les documents. Vous avez compris? C'est Marafa qui a signé les documents pour que la régie FECAM devienne Camraï. Et le plus offrant, c'est qui? C'est celui qui donne l'autorisation de manger. Aucun Camerounais ne va me dire que ce n'est pas lui. Allez, il y a les archives là-bas. Allez les lire. Au Cameroun, je vous rappelle que j'ai interpellé le secrétaire général de la présidence pour avoir transmis une session, je vous l'ai dit, c'est-à-dire une contre-expertise qui devrait, c'est-à-dire le chef d'État devait signer une session paritaire pour garantir par rapport, comment vous appelez vos histoires là, la canne de M. Bidunkwat, c'est pas moi je l'appelle comme ça. C'est la canne organisée par le Cameroun. Par le Cameroun. 2019. 2019. Oui. Je vous rappelle que monsieur, comment on l'appelle, Bidunkwat peut imaginer, ne peut pas imaginer qu'on est au courant qu'il est avec Mila Roger. Non, j'espère que je ne blesse pas les intimes au quartier. Et que Japoma se porte au brûlot. J'ai reçu la famille de Japoma jusqu'à 3 h du matin, dans mon domicile à Bonapiso. Je parle sur le serment de tous mes collaborateurs. Bon, alors on prend les appels. Patrick Wanguin, bonjour. Bienvenue à la ligne rouge. Et bien sûr, vous avez réclamé le président Baonla, il est là. Il vous écoute. Bonjour à toi, mon très cher frère Bachir. Vraiment, je te félicite pour cette initiative. Hein. Ça prouve vraiment le talent que tu as d'aller chercher très loin des hommes importants et surtout les hommes qui ont des dossiers et les vrais documents. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde. Bonjour à tous les standardistes et techniciens. Bonjour à tous vos panélistes et plus particulièrement à M. Baonla. Monsieur Baonla, je ne serai pas long et vraiment c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. J'ai 3 questions. La première serait la suivante. Concernant notre pays, où nous devons faire face contre les prédateurs de l'intérieur et ce que j'appelle effectivement le front de l'extérieur. Après vous avoir suivi longtemps sur plusieurs médias et noté avec précision vos dits, vous avez déclaré très souvent, et je vous comprends parce que vous êtes fils du chef de l'État, vous trouvez que en fait votre papa est pris en otage, c'est-à-dire ce sont ses collaborateurs qui font du mauvais boulot. Mais vous êtes chef d'entreprise, monsieur Baonla. Je vous pose la question en tant qu'homme politique. Vous êtes chef d'entreprise. Alors, quand le manager fait des erreurs de management pendant longtemps, à qui revient la faute? Je vais dire, la grande faute revient à qui? Ça, c'est la première question. La deuxième question serait la suivante, monsieur Baonla. Face à la situation actuelle de précarité sociale que vit le Cameroun et surtout les foyers de tension que nous avons dans 3 zones géographiques du Cameroun, pouvez-vous me dire ce que le président Paul Biya, qui est votre papa,
est encore en capacité de faire? Et si oui, qu'est-ce qu'il prévoit faire pour véritablement amener les Cameroun à l'union des Camerounais, autant pour moi, à l'union des cœurs? L'union des cœurs qui est hyper important aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il prévoit faire et qu'est-ce qu'il peut faire réellement aujourd'hui? Parce que plusieurs fois, j'ai entendu, du moins à travers Afrique Média, que le président ne reçoit plus d'informations, de véritables informations. Du moins, si il reçoit, sont des informations erronées. Dites-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce que le président aujourd'hui, quelles sont les marges de manœuvre, qu'est-ce qu'il compte faire et qu'est-ce qu'il peut faire? Pour chuter, troisième question, vous avez appelé pendant longtemps, et ça, je l'ai salué, la diaspora camerounaise de rentrer investir dans ce cher pays-là. Vous, comme moi, savez qu'il y a des milliers d'industriels camerounais, à grande majorité aux USA et en Europe. Alors, connaissant le degré, du moins, quasiment la quasi-absence de justice au niveau du Cameroun. Vous savez que beaucoup sont arrivés, sont cognés les têtes. Et moi qui vous parle, je ne fais pas exception de ceux-là qui ont été quasiment déçus, même si on reste camerouno-optimiste. Je reste camerouno-optimiste. Qu'est-ce que vous prévoyez faire, effectivement, afin que cette diaspora-là puissent rentrer, les médecins, les ingénieurs, pour industrialiser le Cameroun? Qu'est-ce que vous comptez faire de manière concrète pour empêcher que certains prédateurs de l'intérieur continuent à tuer les projets, dans l'œuf des projets qui sont mis sur pied ou alors qui sont en train d'être mis sur pied par la diaspora au niveau du Cameroun? Et bien entendu, si votre papa ne candide pas aux prochaines élections présidentielles, serez-vous candidat? Parce que d'après mes recherches, vous êtes président d'un parti appelé les Républicains. Et pourquoi même les Républicains? Pourquoi pas les Patriotes? Parce que les Républicains me rappellent un parti politique français créé par Nicolas Sarkozy. Merci vraiment et j'attends vos réponses avec impatience. Merci pour votre présence. Merci Bachir. En avant Afrique Média. Merci. Merci pour vos questions. Patrick Kouanguin. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres au standard. Qu'est-ce qu'on fait? Vous répondez d'abord ou bien on prend d'abord les appels? D'accord, on va prendre d'autres appels rapidement. Ceci est déjà noté. Et donc, quelqu'un d'autre est au bout du fil. Allô, bonjour. Docteur Pouet, bonjour. Oui, bonjour Bachir. Bonjour à tous vos invités. Oui. Et singulièrement, bonjour à M. Baonla, dont je suis très souvent les vidéos à travers YouTube. Et c'est justement parce que je l'ai vu, il est en ligne aujourd'hui, je me suis dit, je saisis un peu l'occasion de lui poser quelques questions. Bon, M. Baonla, oui, comme je disais tantôt, n'est-ce pas, je vous suis assez souvent et vous faites des révélations assez intéressantes. Et dans toutes ces révélations, vous semblez toujours déculpabiliser le président de la République, M. Paul Biya. Mais en fait, c'est votre droit le plus absolu. Et ma question est un peu semblable à celle de Patrick, autant pour moi, qui a appelé tantôt. Moi, je vous demandais de poser la question de savoir pourquoi M. Biya, notre président, ne se débarrasse-t-il pas de toute cette équipe? Parce que quand j'entends certains noms, quand j'étais tout petit, c'était les mêmes noms. Et on a l'impression que, ok, le Cameroun, la roue s'est arrêtée de tourner au Cameroun. Parce que, bon, il y a en fait, c'est toutes des vieilles personnes qui sont là. Or, la population est à 60% de jeunes gens. Quand est-ce on va amorcer un renouvellement de l'équipe? Prenons le Sénat. Le Sénat est continuellement constitué de vieillards. Quand est-ce que les jeunes auront une chance de montrer ce qu'ils peuvent? Et bon, quand vous déculpabilisez M. Biya, mais je me pose également la question, est-ce que ce n'est pas lui qui choisit ses collaborateurs? Bon, n'est-il pas le premier responsable? Parce que c'est ça qui me chagrine toujours dans vos révélations. Merci. Alors, on commence par le dernier. Vous, oui. Oui, vous allez me rappeler. Oui, c'est Dr Pouet qui estime que vous, à chaque fois, vous déculpabilisez M. Biya. Vous dites que toute la faute est, en tout cas, une grande partie de la faute. Et sur ses collaborateurs, pourquoi Biya ne se débarrasse-t-il pas de ses collaborateurs? Puisque Dr Pouet, ici présent, dit que depuis qu'il est petit ou enfant, les mêmes noms, il les entend, ils commettent les mêmes bavures et on les maintient toujours. Je veux illustrer
je veux contextualiser, je veux illustrer. Le cas Biya, il est responsable de toute la gestion de notre pays. Oui. Mais on gère un pays avec des collaborateurs. Je ne voulais pas le discréditer par peur, peut-être parce que c'est la position du fils, non pas du tout. Je veux donner un exemple en illustrant. Est-ce que vos caméras filment bien quand on monte un document? Oui, ça dépend de ce que vous voulez montrer. Okay, d'accord. Je voulais répondre au docteur pour lui dire qu'il y a des choses qui sont dites, mais l'histoire, on ne peut pas la tourner. Combien de Camerounais savent qu'il y a des avions, Air France se faisait entretenir au Cameroun? Est-ce que les gens peuvent savoir que l'INA Congo, qui était une flotte, congolaise, se faisait entretenir au Cameroun? Je vais vous montrer ça en image. Voilà. Voici un document confidentiel. Quand vous lisez, ouais. Je peux vous aider Ouais, pendant que vous parlez. Ouais. D'accord. Alors, ce document, Voilà. il est confidentiel Voilà. et donc c'est l'exclusivité Afrique Média. Voilà. Voilà. Donc, ce document, il est confidentiel. Douala était la zone d'entretien des avions français. Je vais vous montrer ça aussi en image. Vous imaginez que quelque temps après, ça a disparu. Aujourd'hui, c'est à Addis Abeba qu'on entretient les avions Camer. Je vais vous montrer en image. Voilà la preuve. Vous pouvez tenir, tout est écrit dessus. Voilà. Entretien d'un Boeing 737, 200 de Cabo Air à Douala. Voilà. D'accord. Voilà. Je voulais simplement dire, parce qu'il faut que les gens voient, même si les images voient floues, excusez-moi de la qualité. Non, vous regardez. Rassurez-vous, nos caméras sont des dernières voilà. générations. Voilà, vous voyez que c'est ceci. Ça, c'est entretenu à Douala. Oui. Nous sommes dans les années 92. Nous sommes dans les années 78. Nous sommes dans les années 74. Et j'en passe. Aujourd'hui, un enfant qui est né a entendu parler, mais ça a disparu. Si on demande à un Camerounais où est-ce qu'on entretenait les avions français au Cameroun, il va vous dire, moi je n'ai jamais entendu parler de ça. Même ceux qui sont des sexagénaires. Oui. Pourquoi? Parce que les gens sont là et travaillent pour les autres. On ne peut pas dire que une Boeing 737 se fasse entretenir à Douala avec l'expertise conjointe locale. Et qu'un matin on vous dit non, allez à Addis Abeba. C'est pas normal. Et qu'est-ce qui a pu se passer entre-temps? Comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont estimé que pour se faire de l'argent, il fallait le faire. Et je sais qui était ministre du Transport et qui a signé le dernier arrêt de mort de Camerco. C'est Issa Chiruma. J'ai les documents. Hein. Les documents sont là. Je n'ai pas besoin de me cacher. Voilà. Le hangar dernier en 92, le voici. Je ne sais pas si Issa Chiruma travaillait dans l'administration. Peut-être je me trompe. Hein. Je ne sais pas si le ministre Issa Chiruma peut faire le démenti de ça. Voici le hangar. Bon, on va aller lui épargner ça, nous sommes en période de carême. Voilà des Camerounais qui pensent qu'ils sont des malins. Aucun chef d'État ne peut gérer un pays seul. Vous comprenez? Que vous vouliez ou pas, à l'époque où les Singapour travaillaient avec le frère Idjo, ils avaient le respect de l'autorité, ils avaient le respect de la chose publique. Aujourd'hui, on trouve des canons avec des dents de loup prêts à avaler tout le sang camerounais au prix de ce qu'eux doivent vivre avec leur petite famille. C'est la réalité. Mais qu'est-ce que le président fait donc face à cela? Et c'est là la grosse préoccupation face à cela, je veux le dire. J'ai dit tout à l'heure qu'on a amené quelqu'un dans une prison, on dit qu'il pratique le sorcellerie. Mais quand le Masalati s'est fait, tout le monde voyait le président de la République lui-même quand il passait là, il regardait. Il voyait bien que c'est le Masalati dans le ministère de la Communication. Personne ne s'est prêt.
comment on peut gérer un pays où tout le monde veut tirer le profit, chacun est contribuable, mais personne n'est responsable? C'est d'une utopie. Ça veut dire que le chef de l'État doit être magistrat, il deviendra journaliste comme toi, comme moi, homme politique, il va tout faire seul. Mais on lui demande le bilan de tous et d'une collectivité. Ça, c'est très gravissime. Et c'est pour ça qu'il faut illustrer pour dire aux gens, la part de responsabilité de Biya, c'est de nous dire aujourd'hui, qui a fait quoi? À quel niveau a-t-il eu des difficultés? À quel niveau le Cameroun se trouve? Mais s'il ne l'a pas fait, ça veut dire il est en train de le faire. Je vous dis. Oui. Quand vous dites il est en train de le faire, est-ce que c'est en arrêtant ces gens-là? Le chantier de la lutte contre la corruption. Oui. Le chantier contre l'insolence éducative. Ça veut dire ceux qui ne veulent pas que les gens aillent à l'école et qui deviennent des apprivoisés savent que Paul Biya veut que tous les enfants aillent à l'école. Le chantier de la socialisation. Le chantier de ce qu'on appelle la microéconomique, pas la macroéconomique. Parce qu'on a perdu le Nord, il y a le monument standard. On trouve les ingénieurs, entre guillemets, informaticiens, ou non, je voulais dire les informaticiens d'une TIC, qui deviennent des ministres de Finances. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. Heureusement, on nous a épargné cette maladresse. J'espère que du ministère de l'économie là-bas, on va encore nous réépargner. Je veux parler comme au quartier, pour que les gens comprennent. On ne peut pas être dans un pays où un monstre géant naît. La CCI est implantée là où il y avait le Sénat des fonds. En face, c'est la CNPS. Ce sont les biens de l'État. Des individus viennent comme des imposteurs. Abba, actionnaire. Atanakuna, actionnaire. Kémonier, actionnaire Ruby. Nafak, DG, actionnaire. J'espère qu'ils ont fait un tour aussi en Guinée équatoriale là-bas. Non, je vous l'ai dit, du côté du Bénin. Vous pensez que tout ça, ça rime à quoi? Ça rime à la déstabilisation de la collectivité politique. Pourquoi tout le monde n'est pas responsable? C'est certains qui sont responsables. Voilà la réalité. Alors là, vous faites le lien avec la question de Patrick Wangen d'Allemagne qui disait que le président est pris en otage. Voilà, le président n'est pas pris en otage. Oui. Le Mais c'est ce que vous semblez dire. Non, je n'ai pas dit. C'est un langage qui n'est pas adapté au mien. Le président est parsemé de mauvais collaborateurs. Ces collaborateurs sont des collaborateurs uniques dans le monde qui sont antipatriotes. Et certains pensent qu'ils sont au-dessus de Dieu. Et j'espère qu'ils vont comprendre. Il y a une autre question qui a suivi? Oui. Il dit que peut M. Biya dans la crise actuelle? M. Biya ne peut rien faire seul. Et quand il dit la crise actuelle, j'imagine qu'il parle de la crise dans les régions du Nord. Le M. Biya ne peut rien faire seul. M. Biya a initié quelque chose, il a envoyé le Premier ministre. Vous avez estimé que ce n'est pas les bonnes personnes. Non, c'était une caravane de petits malins. Alors, dans ces cas, est-ce que c'est un aveu d'incapacité? Non, je voulais dire ceci. Oui. Le chef a envoyé ses troupes, les troupes n'a pas ramené les résultats. Oui. Le chef change de formule. Vous comprenez? Un pays comme le nôtre a besoin de formules. Parce que nous sommes quand même 258 ethnies identifiées. Dialectiquement, ça devient difficile. À l'intérieur de Bamenda, vous savez combien de ramifications il y a en termes de culture? Et ce sont ces replis identitaires. Un Bakweri, ou un bonhomme de Batibo, ou bien, je voulais dire, de Bamenda, ne pense pas comme celui de Limbe. Chacun est dans ses rituels. Tout à fait. Et regardez le nombre de chefferies qu'il y a. Chaque chefferie, c'est une pensée. Chaque chefferie, c'est une façon de faire. Et c'est ça qui est très dangereux dans notre pays. C'est vrai que les plus grandes chefferies, qui sont de ce côté-là, sont en train de pétir aujourd'hui. Regardez par exemple aujourd'hui l'histoire Boko Haram, c'est deux grandes chefferies. Le chefferie Peul, le chefferie Aoussa. C'est eux qui écument le Nord. Et vous avez vu qu'à un moment, les gens se sont assis, ils ont dit, ça ne rime à rien. C'est vrai qu'il y a encore quelques points d'achoppement, mais nous voyons quand même comment est-ce que la paix commence à s'installer. Vous comprenez? Ça veut dire que les gens, les chefferies, ont dit non, jouent leur rôle. Maintenant, quand tu arrives du côté de Nord-Ouest et Sud-Ouest, il se pose un problème sérieux. L'ancien Premier ministre
je voulais dire, Achille Achou, a fait une proposition au chef de l'État qu'il fallait abroger la constitution des chefferies. Et qu'il fallait créer des armoiries plutôt politiques. Ça crée un problème sérieux. Est-ce que vous savez qu'il y a des chefferies qui ne sont pas légalement installées, mais qui riment et qui existent? Le chef d'État venait de lever cela. Je voulais dire un bonjour à Tangandji, qui est mon contradicteur d'en face. Mais c'est quand même quelque chose qui est arrivé. Vous comprenez? Et ça, je respecte ça. Vous comprenez? Parce que quand vous n'avez pas ce qu'on appelle les nœuds gordiens, vous ne pouvez pas avancer. Paul Biya ne peut pas gérer ce pays seul en tant qu'entité chef d'État ou président de la République. Comment peut-il cela donc se cette tombe. crise? La seule chose, j'ai dit, il y a des propositions qui ont été faites. Moi, j'ai fait des propositions personnellement, d'autres Camerounais avec. J'ai dit, il faut un débat intergénérationnel. Il faut que les gens soient en rang paroisé. Ceux qui sont de la gente jeunes peuvent être interpellés par des jeunes interlocuteurs. Ceux qui sont des penseurs en retraite définis et ne veulent pas partir, doivent penser à partir. Et je vous dis ici, dans ce média, M. Biya pense à sa retraite. Alors, vous comprenez? Oui, et il aimerait et il estime qu'il n'ira pas se confondre dans cette histoire de je m'en vais en exil. C'est pour cela que sa bataille, c'est la restauration, l'équité, la paix, la préservation et le respect des mœurs. Alors, je retiens quelque chose, la paix. Et la paix, vous avez parlé d'un certain nombre, il faut qu'il y ait des échanges pour régler cette question de la crise. Alors, ça veut dire que vous faites partie de ceux qui font la promotion du dialogue comme solution à la crise en région. Oui, effectivement, je le fais tout le temps quand j'en ai l'occasion et je le fais. Nous allons descendre sur le terrain, nous dans le cadre du Parti républicain, nous allons faire un calendrier pour que nous puissions descendre. Parce qu'on n'attend pas qu'on nous donne de l'argent dans les caisses publiques. Mais là, ça devient une action singulière. Elle n'est pas singulière. Comment l'État peut donc dialoguer? Comment est-ce qu'il peut organiser ce dialogue? Oui. L'État, c'est nous tous. Alors, comment est-ce qu'on peut organiser ce dialogue? Nous allons descendre sur le terrain. Maintenant, pour descendre, si, à très grand souhait, cette démarche peut être homologuée et officialisée, qu'il y ait une implémentation publique, d'accord? Ça, c'est le bienvenu. Parce que moi, je suis contre ceux qui pensent que nos jeunes frères doivent mourir. D'accord, sur le terrain. Le soldat qui tombe, c'est pas bon. Vous comprenez? Personne n'ira gérer un Cameroun hostile. Et ça n'intéresse pas Paul Biya en tant qu'entité politique, chef de l'État, président de la République. Vous comprenez? Maintenant, en les interpellant, en leur disant, nous voulons rationaliser ce qu'on appelle leur état d'esprit. Pour leur dire, oui, on a entendu, oui, on a compris, oui, non à la destruction, non à la perte humaine. D'accord? Asseyons-nous, parlons. Et c'est les petits malins qui sont autour du chef de l'État, qui croyaient qu'il le tenait en otage. Cette fois-ci, j'utilise leur langage. Le chef de l'État n'est pas en otage. Et je peux vous démontrer ça, parce que il y a des biscuits. Il y a des biscuits qui ont été servis à ces gens-là. Parfois, c'est des biscuits très amers. Et beaucoup de gens ne savent pas que c'est l'assainissement qui est en train de se faire. Donc, j'estime que c'est un débat réel. Il va falloir que nous puissions avoir un dialogue de proximité. On ne gouverne pas un pays avec des armes. Je suis contre ça. Et ceux qui peuvent pousser M. Biya en tant qu'entité politique aux armes contre ses frères, ses enfants, sa famille, vous vous trompez, il ne le fera pas. C'est pour cela qu'il y a une chambre d'observation qui a été faite. Et c'est sous l'instigation du chef de l'État qui, managérialement, d'une manière managériale, a prêté langue. Disons l'ONU lui a prêté langue, il y a des observateurs qui sont là déjà, vous comprenez, et qui sont sur le terrain. Leur démarche, c'est 2 points. Interpeller. Je ne les appelle pas des sécessionnistes, je les appelle des fâchés. D'accord? Des fâchés, parce que quand on parle de sécessionnisme, ça veut dire qu'ils ont le moyen de le faire. Ils n'ont aucun moyen. D'accord? Maintenant, au niveau gouvernemental, il y a une politique qui ne va pas être une politique de porte-parole du gouvernement, mais une politique d'ensemble. Qu'on s'asseye et qu'on dise, il faut que nous en parlions dans l'urgence. Dans l'urgence. C'est important. C'est un peu ça. Et dans les tout prochains jours, vous allez voir que quelques cellules aussi vont se remplir. J'ai voulu vous dire que ça vient finir de ce côté. Les cellules? Oui.
Vous n'êtes pas au courant, je vous donne déjà l'information. Il y a des gens qui sont nos clients. Oui. Moi, c'est mes clients parce que je suis président du Parti républicain et moi, je suis opposé à leur système, de la façon de faire ça, de gérer les choses. Il y a beaucoup qui sont en train de faire des lettres d'amitié, des lettres de pleurnicherie qui passent par les chefs pour arriver vraiment. Le collège ecclésiastique va nous aider à atteindre le chef de l'État. Le chef de l'État ne gère pas ce pays seul. Si le chef d'État viole la loi, on lui dira, monsieur, vous avez violé la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on protège les institutions, il faut qu'on protège les hommes qui les incarnent, et nous, on lui a donné un mandat. Ce mandat est non sensible aux voyous. Que quelqu'un se lève et commence à nous dire que voilà, nous pensons ceci. Le voyoutisme, c'est fini. Ouais. Ceux qui sont des voyous n'ont qu'à aller se chercher ailleurs, comme on dit au quartier. Voilà. Alors, je rappelle que nous allons nous séparer dans moins de 10 minutes, malheureusement, mais là, c'est dans le cadre de cette de ligne rouge. Ouais. Et vous êtes sollicité pour une autre émission qui va commencer juste après. Non, je ne peux pas dire oui, parce que je suis en train de courir aussi. D'accord, bon. Même si l'émission est faite, je peux revenir, je suis à Albala. C'est pas grave, ça nous rassure, ça nous rassure. Je voulais rassurer les téléspectateurs, parce qu'en fait, je voulais les rassurer. On va prendre deux derniers appels. Je voulais les rassurer. Partout où on me sollicitera, je viendrai. Et s'il y a des grincements de pattes, je sais aussi comment poser mes genoux. Il n'y a aucun problème. Afrique Média fait un travail salutaire, vous comprenez? Et aujourd'hui, il faut qu'on continue. Et avec vous. Voilà. Très bien. Alors, on va prendre donc nos deux derniers appels. Et on revient pour un dernier tour de table. Nous commencerons encore une fois par Yaoundé, Jean Aturaoumou, ensuite Maître Momo. Et on laissera au président Gilbert voilà, de conclure. Alors, les appels. Wilfried, vous nous les envoyez. Bonjour sur le plateau. Bonjour. Alors, concernant le problème, ce qu'on peut appeler entre guillemets le problème anglophone au Cameroun, ce problème est caractéristique des frontières artificielles que le colon nous a imposées. Et c'est, quelqu'un a dit une fois sur Afrique Média, quand l'Occident a un plan A, il a encore dans sa poche un plan B, C, D. Je m'explique. En divisant le Cameroun de cette manière artificielle après la Première Guerre, nous avons dans le sud-ouest des Sawa qui se retrouvent en même temps dans la zone anglophone et dans la zone francophone, la région de Douala. Nous avons au nord-ouest des populations qui ont des affinités culturelles avec les populations de l'Ouest Cameroun. Alors ça fait que cette zone anglaise, en étant divisée, en voulant se séparer du Cameroun aujourd'hui, elle est encore exposée à une autre division dans l'avenir. Parce que vous aurez encore des querelles entre les Sawa du sud-ouest et les gens du nord-ouest qui sont plutôt culturellement proches de l'Ouest Cameroun. Alors, c'est à nous les Africains de reconnaître que ces divisions sont manipulées de l'extérieur. Alors, il faut le reconnaître. Parce que cette division, s'il fallait partager le Cameroun après la guerre, on aurait pu le faire autrement aussi. Voilà, on aurait fait une ligne, on aurait pu faire une ligne sagittale du nord au sud, de l'extrême nord jusqu'au sud du Cameroun. À gauche, c'est les Anglais parce qu'ils étaient de toute façon au Nigeria. À droite, c'est les Français parce qu'ils étaient de toute façon au Tchad, en République centrafricaine, au Congo, etc. Ça aurait pu se faire aussi comme ça. Alors, on aurait toujours les mêmes querelles entre tout l'Ouest Cameroun, de l'extrême nord au sud, et tout l'Ouest Cameroun, de l'extrême nord au sud. Alors, en un mot, les Africains, tous ceux qui revendiquent la séparation, c'est les gens qui sont tombés dans l'appât du gain personnel. Alors, c'est la bêtise. Il faut se réunir. Le combat est un autre. Le combat, c'est contre l'impérialisme. Je vous remercie. Merci pour votre appel, cher ami. Et Jean-Jacques nous appelle aussi. D'où nous appelle Jean-Jacques? De Douala. Bonjour, Jean-Jacques. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission. On vous écoute.
Ouais, bonjour, monsieur Bachir. Je dis bonjour également à vos... Ouais, je dis bonjour également à vos panélistes, et surtout à monsieur Baola. Je crois que j'ai 2 questions à lui poser. Il vous écoute. Ma question est la suivante. Quelle est la position de son père par rapport au franc CFA? Et la deuxième question est quelle est la position de son père par rapport à la double nationalité qu'il avait promis en France? Ça sont mes questions, M. Bachir. Merci, bonne journée. Merci à vous. Alors, on met une petite pause. Je voudrais que vous répondiez rapidement à ces questions avant que nous poursuivons, parce qu'il y a d'autres appels. Ouais. Bon, pour la question du CFA, peut-être Jean-Jacques nous prend seulement en chemin. Il ne connaît pas vos positions dans le passé. Ouais. Vous allez le lui rappeler, tout simplement. Okay? Je suis pour la monnaie africaine. Hein. Voilà. J'ai jamais changé. Oui. Ma bataille même a été toujours ancrée au premier pas. Oui. La seconde chose, vous avez dit... la double nationalité. La double nationalité. Oui. Je suis en train d'introduire une plateforme auprès du Sénat et auprès de la Chambre de députation, bien sûr en saisissant l'exécutif, pour que nous puissions redéfinir ces modalités. Parce que ça a trait à l'exclusion politique. Ça a trait à l'exclusion de la participation du développement de notre pays. Parce que quand quelqu'un ne peut pas venir poser des actes dans son pays et qu'il aille faire allégeance à l'extérieur, c'est pas normal. Hein? Il faut que les Camerounais aient accès non seulement au vote, mais au plébiscite de développement dans leur pays, avec tous les avantages dus. Et je pense que c'est un débat qui va être clos bientôt parce que le test a été fait, j'ai pesé de tout mon poids. Je n'ai pas demandé un radis pour ça, pour que les gens puissent voter. Il y a les élections passées où les gens ont voté. Ce n'était pas vraiment l'agglomération faite autour du politique, ou bien des unes, mais c'était quand même une vision. Donc vous comprenez. Donc, il faut qu'on comprenne que bientôt ça serait balayé et nous allons en débattre. Parce que c'est difficile de servir 2 pays à la fois. Et le Parti républicain s'est donné le menton. On a saisi le chef de l'État, on a saisi certaines institutions, ne vous ennuyez pas. On va en débattre et nous comptons sur la bonne moralité du système politique du renouveau. Voilà. Très bien. Et je rappelle qu'il y a 2 questions que j'ai gardées. Vous les répondrez, ce sera à la fin. Et c'est parmi les questions de notre ami Patrick Kwangan. Pourquoi les Républicains et pourquoi seraient vos candidats? Ça, c'est à la fin. On va répondre tout à l'heure. Qui d'autre nous appelle? Allô, bonjour. Oui, bonjour Bachir. Bonjour aux invités. Bonjour. Ah, il me semble que c'est Émilie depuis l'Allemagne, c'est ça? Oui, c'est Émilie depuis l'Allemagne. D'accord, soyez les bienvenus. On vous écoute. Oui, sur Facebook, je suis Soleil d'Afrique. Oui, là, vous allez vous rappeler. Tout à fait. Oui. Ok, je n'ai pas grand-chose à dire, mais j'aimerais seulement interpeller mon frère Bahong là, parce que je suis camerounaise, je vis en Allemagne. Vraiment, lui, j'ai vu ses vidéos et tout ça, je l'encourage beaucoup parce qu'il nous dévoile beaucoup de choses. Mais j'aimerais lui dire, cher frère Bahongla, pardon, vous avez la possibilité de pouvoir dire des choses au président. Nous souffrons ici en Europe pour pouvoir nourrir nos frères, nos parents. Nous souffrons beaucoup. Bachir, les gens qui font les démonstrations ici, vous imaginez les Camerounais qui sont en Allemagne, en Belgique, en France, en Suisse, partout. Si on s'associait, le président ne pouvait plus mettre le pied ici en Europe. Mais nous n'acceptons pas ça. Imaginez, nous sommes des milliers, mais on ne s'est jamais associés. Si on souffre, on est en mesure même de porter n'importe quoi pour envoyer l'argent au Cameroun. Mais, monsieur Bahong, mon cher frère, essayez de dire au président, on voit les gens, les collaborateurs. Il y a un qui était à la SCDP, ici au Carrefour Agip. Le monsieur, le directeur, là, il vient, ses enfants sont en Belgique tous les jours, sa femme vient en Belgique tous les jours. Elle a plus de 5 portables, les grandes marques. Hein? Et comment je vais dire ça? C'est-à-dire, quand elle fait les achats ici, elle seule, excusez-moi, je suis vraiment touchée. Et on ouvre une caisse uniquement à elle. Et vous regardez comment les Blancs la regardent, parce que pour eux, ils savent déjà d'où. C'est déjà dit, on sait que ce sont les pilleurs, les femmes des pilleurs qui font ça. Monsieur Bahong là, mon frère,
Pardon, vous êtes là, vous connaissez le peuple. Dites au président que nous l'aimons, nous le respectons. Nous le respectons, mais vraiment, quand il essaie de balayer, qu'il balaye, nous aimons notre pays. Mais on est fatigué de ces gourmands qui pillent le pays. Ils nous font honte. On voit tout ici. Ils sont des vendeurs de drogue, ceux qui font la prostitution, qui font tout. Comment le peuple ne va pas se soulever un jour? Bachir, excusez-moi, bonne journée. Hein. Je suis vraiment un peu choqué, quoi. Merci, Émilie Soleil d'Afrique. Alors, président Baonla. Je voulais lui dire que oui, on va prendre Saïdou tout à l'heure. Le cri de détresse de la dame est fondé. Oui. Parce qu'on a trouvé le moyen de prostituer moralement les Camerounais à l'extérieur, de les rendre au plus bas de la passerelle comme des poubelles. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est pour cela que vraiment, elle dit quelque chose de très important. Même je voulais lui dire quelque chose. Si c'est le DG, l'actuel DG de SCDP qui a été nommé ministre, ça est Lundu. Ça ne peut pas être Guinée-Fan est en prison. Depuis belle lurette. Ces gens prennent plein sur le taureau. Et je ne sais pas comment ça se passe dans ce pays. Et Lundu n'est ni de loin ni de près protégé par la famille présidentielle. Mais comme c'est des fémins qui savent manipuler les gens, cette histoire de poste éligible de nomination avec la régulation de l'autre est de la meuf à Famba, l'autre est c'est pas bon parce qu'il remplace Atanakuna qui n'est pas en disgrâce, qui assume sa prédation déjà avec Alice des merveilles. C'est sa compagne, sa femme, son épouse. Elle faisait beaucoup de choses du côté de Genève, beaucoup de galetterie et tout ça, beaucoup de courses. Ces gens, parfois, vivent au-dessus de leur vision. Et Lundu qu'on parle est très proche de quelqu'un que je voudrais rappeler qu'Émilie n'a pas cité de nom. Hein. Moi, je dis que c'est Lundu. D'accord. Puisque quand elle dit, je sais là où ses enfants fréquentent. Elle parle de la Belgique, tout ça, je sais de quoi il s'agit. Monsieur un Guinéen a quitté la scène depuis. Il est en prison depuis. C'est tous les Camerounais qui savent qu'il est en prison. Et quand elle parle de ça, elle ne sait même pas qu'il a été promu. Hein. Oui, Lundu est parti, il est déjà devenu ministre. Qu'est-ce que Lundu a laissé du côté? Ce sont ses frères qui construisent les barrières de la SCDP. C'est Lundu lui-même qui est le géofrontier. Ça dit, je ne comprends pas ce pays. Parfois, je reste me demande, ces gars, ils arrivent comment? C'est la dernière classe. Elle dit que c'est le DG qui a été récemment nommé. Voilà. Ouais. C'est dit que c'est Lundu. J'aimerais que je dise à ceux de ma famille que ces gens qui nous fréquentent sont dangereux. Quand ils viennent là, c'est des malins. Et Lundu se cache derrière un certain nombre je vous l'ai dit, de casseroles. Et il pense que dire bonjour à un membre de la famille, ça veut dire qu'il est protégé. J'ai bien dit que c'est Lundu. Et Lundu est un prédateur. Ah, et ça, c'est vous qui le dites. Hein? Mais je le dis parce que je l'assume. D'accord. Quand on parlait de lui tout à l'heure, la dame a appelé. Hein? Sa femme marche avec 8 portables ou 5 portables. Ça me dit absolument rien. Ce monsieur a changé son domicile par rapport à un compteur qui s'est brûlé. Il dit que non, c'est sûr qu'on veut déjà le porter à tête. Vous comprenez? C'est le gars de l'homme de la CIA, le tout nouveau nom de la CIA. Vous connaissez qui c'est, non? Non. Tomdola. Ah. Oui, c'est la galette de Tomdola qui est passée. Donc c'est eux qui assurent les subsides. Parce que un part, un revient. Vraiment. Donc on fait passer, même le secrétaire général de la présidence, dans toute l'ignorance organisationnelle, ne sait pas que. Et Lundu est avec Belinga Ibutu, puisque c'est sa fabrication. Puisque quand il va au conseil d'administration, il est appuyé par le président du conseil d'administration, comme DG, M. Talba. Et dans ce groupe, on se retrouve que Lundu est parrainé
Et on chasse Guinéfa. Quand on chasse Guinéfa, il doit servir à un certain nombre de choses. Quand il est arrivé, tout le pétrole, tous les stocks de pétrole ont été donnés à un certain nombre de ministres, parmi lesquels un ami personnel, Saïd Aïrou, qui a Transcontinental. Et ça n'a pas empêché que le tout dernier marché de AES Sodel, je voulais le dire, a gagné, c'est le fils de Talba Mala qui est à l'exploitation. Il est venu, c'est un petit enfant. Prenons un autre appel. Vous avez compris que... Non, on prend un autre appel. J'ai mis quelqu'un en attente, malheureusement. On vient de me rappeler ça. J'ai compris. Saïdou. J'ai compris. Prenons M. Saïdou. On revient, ok? Allô, M. Saïdou. Bonjour, vous nous appelez depuis la ville de Garoua. Désolé de vous avoir fait attendre ici. On voulait avoir certains éléments, bien sûr, de notre invité du jour. Alors, Président, on écoute notre téléspectateur. On va voir ce qu'il a à dire. D'accord. Saïdou, vous avez l'antenne. Oui. Bonjour, monsieur Bachir. Ouais. Vous savez que je suis monsieur Saïdou, l'un des premiers téléspectateurs d'Afrique Média. Dans la région. Et je suis très heureux de revoir aujourd'hui mon président, monsieur Gilbert, qui à un certain moment s'est un peu effacé de l'écran. Nous le retrouvons aujourd'hui et nous sommes vraiment très heureux de le revoir. Et il nous reconforte vraiment dans nos peurs, dans nos inquiétudes. Et je voudrais l'encourager de continuer dans ce sens-là parce que ils sont rares ceux-là qui pensent au Cameroun au jour le jour comme lui. Et je voudrais lui dire que nous l'attendons ici à Garoua pour la mise en place de ce mouvement politique. Et je voudrais en passant avoir ses coordonnées pour qu'on puisse être en contact. Moi, étant membre du bureau de l'antenne de Garoua de la jeunesse patriotique du Cameroun, je voudrais que vraiment qu'on prenne contact parce que s'il y a des responsables dans ce pays, de par leurs agissements, on sent que vraiment ils sont des adeptes de la déstabilisation de ce pays. Et il faudrait qu'on les dénonce à chaque instant. Et c'est très bien vraiment cette émission que vous faites aujourd'hui. Et monsieur Bachir, je vous souhaite vraiment un bon Ramadan. Et j'attends vivement les contacts du président Gilbert, que j'ai beaucoup aimé depuis la première. Alors, vous allez tout simplement laisser vos coordonnées au standard. Ok, vous laissez vos coordonnées au standard et ça va se faire, il n'y a pas de problème. Merci, monsieur Saïdou, depuis la ville de Garoua, l'un des tout premiers téléspectateurs d'Afrique Média dans le nord, tout à fait. On se rappelle de lui, même comme le président s'est attaqué aussi au Massalachi. Non, je n'ai pas dit on prend un autre appel. Allô? Allô, bonjour. Bonjour Bachir, bonjour le panel de l'Afrique Média. Tout d'abord, je tire un coup de chapeau au nouveau panéliste, M. Baronla. J'apprécie beaucoup son projet politique et j'aimerais qu'il nous en parle mieux. Merci beaucoup et merci à Afrique Média pour le travail que vous nécessitez de faire pour la jeunesse africaine et le monde. Merci, vraiment merci beaucoup. Merci pour votre appel également. Ne vous en faites pas pour le projet politique du président Baronla. On l'aura en interview, entretien exclusif et il vous dira tout de ce côté-là. Pour le moment, il se penche sur la question de la crise qui secoue le Cameroun à travers ces petits biscuits, des petits noms qui sortent comme ça pour nous dire les prochains éperviables. En tout cas, on va prendre un autre appel. Allô, bonjour. Bonjour Bachir, c'est Anderson depuis la Suisse. J'interviens pour la première fois parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'être pris. Je profite de la circonstance ou alors de la présence de M. Baronla, le fils du président, enfin, d'exprimer mon ras-le-bol. J'aimerais vraiment qu'il... il me semble que la ligne s'est coupée avec notre ami de Suisse. Anderson, vous pouvez relancer dès que vous pouvez, dès que possible. En attendant, on va prendre quelqu'un d'autre. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment beaucoup d'appels. Et heureusement, la technologie à Afrique Média, nous avons cette capacité de prendre 4 appels au même moment. C'est aussi ça. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, allô? Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Et vous appelez d'où? I'm called Mr. Ngeme Augustine. Okay, you are welcome. Where are you calling from? Yes, I'm calling from Chico.
Okay, you are welcome. Go ahead. Yes, I just want to participate in this program that you are on now, concerning the Anglophone crisis. What's your suggestion? Okay, I just want to ask, why is the government still calling it Anglophone crisis? And they say that Cameroon is one and indivisible. Because it is a group of people that are called separatists that is fighting the government. I don't see why the government is calling it Anglophone crisis rather than calling it la crise séparatiste. Alors, il me semble... Again, Anglophone crisis. It is not all the Anglophone which is supporting the separatists. Ok, on prend Giresse et je reviens vers vous. Parce que ce qu'il a dit est très important, notre ami depuis la ville de Tiko. Giresse, bonjour. Vous nous appelez de Douala, c'est ça? Oui, bonjour Afrique Média, bonjour Bachir, bonjour aux panélistes et bonjour encore au président Roland Kila. Je vais d'abord toutefois le féliciter pour tout ce qu'il apporte pour les Camerounais. Et je vais juste poser une question. Une très simple petite question. C'est celle-ci. Est-ce que lorsqu'un papa accouche un enfant, est-ce qu'il est capable de pouvoir connaître le cœur que cet enfant doit en avoir? Tout juste pour dire quoi? Si le président de la République nomme ses dirigeants, est-ce qu'il connaît la pensée de ses dirigeants ou bien qu'il connaît le cœur qu'ils auront lorsqu'ils vont pouvoir diriger? Et je vais féliciter tous les techniciens et merci parce que c'était jusque cette question. Bonne journée. Très bien. Voilà, merci donc pour cette autre réaction. Rapidement, avec notre ami anglophone qui a appelé. Ouais, je l'ai dit ainsi puisqu'il parlait en anglais, hein, pas parce qu'il est dans la région. Alors il dit pourquoi est-ce que le gouvernement continue d'appeler ça crise anglophone alors que c'est une crise, alors que ce n'est pas tous les anglophones qui supportent la sécession? Ce n'est pas une crise anglophone. Dans aucun discours du chef de l'État, vous l'avez entendu parler de crise anglophone. Les gens se fourvoient et ils font ça et ils axent ça en fonction de leurs mécanismes et de leurs intérêts. Ils veulent orienter, d'autres veulent être nommés et renommés, d'autres veulent rester à leur place. Hein? Il y a quelqu'un qui devait entrer dans la chambre sénatoriale, mais il n'est pas entré. Aujourd'hui, il est resté sur la plateforme du chancelier, celui qui va aller plutôt créer les ateliers de langagère. Ça veut dire langager plutôt, je vous l'ai dit. Ça veut dire qu'il va animer disons que la rationalisation de la langue anglaise et du bilinguisme au Cameroun. Donc la réalité là-dedans, c'est quoi? C'est qu'ils se sont trompés de cible à un moment. Si un directeur général peut démissionner, un PCA ne peut pas démissionner avec 15 millions à gagner à Camtel. D'accord? Quand il démissionne, ça veut dire qu'il sait qu'il est un homme plein d'ardoise. Et il veut se protéger derrière l'humilité. Vous comprenez? Donc, en fait, le vrai problème qui est là, c'est que les ennemis de la République, qui constituent des supports de déstabilisation, parce que derrière ça, ils ne veulent pas répondre de leurs actes. Vous comprenez? Que M. Biya soit là, qu'il soit parti, rassurez-vous, nous allons astreindre tous les gens qui ont déstabilisé, du moins ceux qui vont tomber dans la table judiciaire, qu'ils répondent de leurs actes. Très bien, c'est un message très important. Alors, Président Baola, nous sortons donc avec deux questions. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi le PR, pourquoi Parti républicain et pas n'importe un autre nom, pourquoi le Parti des Patriotes, je ne sais pas, un truc comme ça. Vous savez, quand on écoute ça, on a un peu le cœur qui bat. C'est vrai que ça existe avant le républicain de Macron, mais on a tendance à croire que c'est le même républicain. Non, je ne pense pas. Je ne fais pas le mécanisme républicain, je fais la numérique républicain. Ça veut dire que c'est un parti avec une certaine overdose mondiale. Et nous estimons, vous savez, aujourd'hui, le Parti républicain se veut être représenté dans tout le monde entier.
Et cela ne souffre d'aucune contestation. Oui. Je remercie le bon Dieu d'avoir fédéré ensemble avec nos frères et des militants qui estiment que le projet est un projet sérieux. Oui. Et nous faisons notre chemin. C'est pour ça que c'est un choix. Et ils l'auront d'ailleurs dans les détails dans l'entretien à venir. Effectivement, là on appelle ça la res publica pour nous. C'est pour tout le monde, toutes les idées sont les bienvenues. Parce que nous construisons ensemble, il faut bâtir ensemble. Et ma qualité d'être président aujourd'hui, je ne serai pas président à vie. Vous comprenez? Oui. Je suis que le président qui fait la passerelle. Et dès que la commission rogatoire va dire, M. Baonla, vous n'êtes plus à même d'assurer la direction, je me dis, ok, il n'y a pas de problème. C'est une visibilité démocratique dans le parti. Et il y avait... Oui, il demande, est-ce que vous allez vous présenter pour 2018? Est-ce que je fais peur? Qu'est-ce que vous voulez par là dire? Ceux qui font peur apparemment, j'ai les dés qui ont été pipés pour les prochaines élections ont été faussés quand je suis venu dans la scène politique. Je n'ai pas atterri par la fenêtre, je suis entré par la grande porte. D'accord? Ce que j'ai fait toujours, même d'un autre téléscripteur, et entrer beaucoup plus dans l'aumônerie politique. Et maintenant, si je fais peur à un certain nombre de parlins, j'appelle ça les parlins publics, ok, bon, mais nous allons nous affronter à travers les urnes. Et je fais confiance à tous les militants du Parti républicain. Est-ce que Émilie et ses partisans en Allemagne peuvent représenter le PR? Naturellement, naturellement. Eh bien, vous avez votre réponse. Nous sommes le seul parti qui est coché sur numérique. Ouais. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas une carte conseil. Vous allez dans ce qu'on appelle le domaine du Parti républicain du Cameroun, vous tapez, vous avez une inscription directe et vous avez la réponse immédiate. Parce que nous, on modernise. On ne veut pas vendre les cartes aux gens pour aller spolier les gens. Bon, maintenant, nous respectons le fait qu'on vit des quêtes, on vit de la rationalité des militants, mais nous ne voulons pas prêter le flanc à un certain nombre de manquements ou de comportements. C'est pour ça que nous restons zen à ça. Et je voulais simplement dire aussi que j'ai été très content que j'ai participé à cette émission. J'estime que le panafricanisme a pris langue aujourd'hui, avec toutes les interventions de l'extérieur qui se font. Je suis tout oui, je suis de temps à autre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons un seul débat. L'assise, que je vous appelle l'assise planétaire entre la Grande Afrique et une Afrique. Entre l'Europe et l'Afrique. C'est le débat à ce niveau. Et j'espère que ce panel, je vous l'ai dit, cette maison transportera ce débat. Je suis dans des négociations d'entrepreneuriat dans ce sens, pour que nous puissions pas être hors de la scène. C'est bien de parler médiatiquement, mais il faut être un acteur. Et les acteurs, c'est aussi ça. Il faudra que ce média, qui est un média panafricain d'abord, et sérieux dans ses missions, porte maintenant le débat au niveau des pairs. Ça veut dire que quand un chef d'État est assis, et son expertise avec ses collaborateurs, pourquoi pas que nous puissions parler en matérialisant ce qu'on appelle nos propositions. C'est ce débat qui demeure aujourd'hui. Nous y sommes déjà, parce que j'ai fait du chemin déjà là-dessus, nous y sommes, et nous estimons que ce serait l'Afrique qui sera plus debout. Et que ceux qui disent que l'Afrique est couchée, l'Afrique est déjà debout. Nous avons en Allemagne la meilleure expertise médicale. Nous avons aux États-Unis le meilleur parlement politique. On a en France la meilleure socialisation humaniste. En tant que Camerounais, pourquoi pas penser à une Afrique. Prendre tout cela. Merci, Président. Vraiment, je suis très content du fait, avec tous les jeunes qui sont là, pour leur dire, une seule main, il y a un grand staff qui accompagne aussi. Nous allons ensemble. Merci, et à tout monsieur moment Georges où j'aurai une minute, je viendrai. Vous viendrez et nous, on vous attend. Les portes sont toujours ouvertes. Merci à toute l'équipe qui vous a accompagné. L'équipe aussi qui a produit cette émission, ils sont nombreux, techniciens et journalistes, ils sont tous là à regarder, à donner leur coup de main, à faire de la magie, puisque nous, Maître Momo,
Nous, on leur a tout simplement ravi la vedette. Hein. Le vrai travail, c'est les techniciens. C'est les techniciens. Bonne journée à tous. Afrique Média, la télévision panafricaine.